Mais je voudrais quand même rappeler que Josiane, en plus d'être une historienne et d'occuper des fonctions importantes à la Société Saint-Jean-Baptiste, Josiane est aussi une écrivaine. Et moi, les écrivaines, je les ai à cœur, puisque j'ai présidé l'Union des écrivains il y a quelques années, et que je veux souligner le travail ingrat que font ces auteurs, puisqu'ils consacrent plusieurs années de leur vie à produire des ouvrages de référence. Malheureusement, personne ne les lit. Donc, je voudrais citer quelques titres que Josiane a commis. Pas tout seul. Non, pas tout seul, mais quand même, ça fait un effort remarquable. Donc, avec Robert Comeau, l'historien Maurice Séguin, théoricien de l'indépendance et penseur de la modernité, chez Septentrion, prenez des notes, Septentrion, 2006. En 2008, elle a dirigé un livre contre la réforme pédagogique, chez VLB Éditeur. Elle a fondé la Coalition pour l'histoire en 2009 et elle a participé au comité de rédaction du Bulletin d'histoire politique pendant 10 ans. Josiane est donc une femme de tête, une femme d'action, une femme d'organisation et nous l'apprécions beaucoup. Et une féministe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des historiennes nationalistes de ma génération, c'est-à-dire la génération X. Les trois dont je vais vous parler ont pas mal mon âge. Donc moi, je ne suis pas gênée de le dire, là, encore, j'ai 45 ans, je vais avoir dans 2 semaines 46 ans. Jusqu'à 50 ans, les femmes, on est à l'aise de dire notre âge. Donc, dans un premier temps, je dois vous dire que j'aurais bien aimé que les historiens de ma génération s'intéressent davantage à Maurice Séguin et à son œuvre. À mon grand désarroi, je suis encore à ce jour, j'ai regardé sur Internet, la seule à avoir fait un mémoire de maîtrise en histoire sur Séguin. Moi, c'était l'influence de l'historien Maurice Séguin sur l'historiographie québécoise de 1950 à 1980. Et il est, vous pouvez aller consulter sur Internet, j'ai vu que l'université l'a numérisé. Donc, c'est ça, je suis la seule à avoir fait encore une maîtrise en histoire là-dessus, toute génération confondue. Il a bien entendu le sociologue Jean Lamarre qui a fait une excellente thèse sur l'école de Montréal, mais c'était en sociologie, dont le tiers était consacré à Maurice Séguin, et nous allons avoir votre lancement sur la partie de Maurice Séguin tout à l'heure. Toutefois, en histoire, il n'y a aucune thèse de doctorat consacrée à Maurice Séguin. J'ai fait mes recherches et je n'ai rien trouvé à ce jour. Comme je disais hier soir, personnellement, j'ai eu la chance de découvrir la magnifique œuvre de Maurice Séguin grâce au cours de Robert Comeau qu'il donnait à l'UQAM sur l'histoire du nationalisme québécois en 1994. Je dois dire que dès les premiers cours, il nous a enseigné les normes de Maurice Séguin et son interprétation de l'histoire des deux Canada. J'ai été littéralement séduite par cette synthèse historique d'une lucidité hors du commun. Une fois la session terminée, je suis allée me procurer à la librairie. Je suis assez vieille pour avoir connu la librairie Champigny. Donc, je suis allée me procurer à la librairie Champigny sur la rue Saint-Denis le livre hommage que Robert Comeau avait publié en 1987. Et je dois dire, si je passe au feu, c'est un des premiers livres que je sauverais parce que c'est vraiment la première édition des normes dans un vrai livre. Donc c'est ça en 1987, dans lequel on retrouvait les normes. À ce moment-là, je savais que si un jour j'effectuais un mémoire de maîtrise, ça serait sur Maurice Séguin, ce qui se réalisa quelques années plus tard, en 2002. Pour ce qui est des autres historiens de ma génération qui ont écrit et critiqué l'œuvre de Maurice Séguin dans leurs ouvrages respectifs, j'ai décidé d'en retenir 3. Alors, j'ai juste 20 minutes, là. 3 pour les faits de cet exposé de 20 minutes. Tout d'abord, il y a l'historien Éric Bédard, que tout le monde connaît. Éric Bédard est né à Montréal en 1969, il est vraiment dans la génération X. Il enseigne, comme vous savez, à la télé UQAM. Il est aussi l'historien de la génération X les plus présents dans les médias. Je pense que c'est vraiment l'historien de ma génération qu'on voit le plus à la télévision et à la radio. Bien entendu, Éric Bédard est un historien nationaliste conservateur, c'est lui-même qui se définit comme ça, qui a fait une thèse de doctorat sur les réformistes du milieu du 19e siècle et qui est très critique envers l'œuvre de Séguin. Toutefois, il serait faux de dire qu'il ne connaît pas bien les normes.
et sa synthèse historique, lorsque nous lisons attentivement ces divers écrits, on peut constater qu'il a lu attentivement les notes de Séguin. Notamment dans son livre Recours aux sources, Bédard écrit Séguin, j'ouvre la parenthèse, c'est Éric qui dit ça. Séguin est l'un des premiers penseurs à donner un contenu positif à l'affirmation québécoise. Comme d'autres intellectuels de sa génération, il tourne le dos à l'optique de la survivance, défendue par Groulx. Défendre et promouvoir le Québec, ce n'est plus seulement protéger une culture ou des traditions, ce n'est plus seulement survivre, c'est souhaiter agir par soi, c'est-à-dire être collectivement libre de ses décisions. C'est toujours Éric Bédard que je cite. Pour Séguin, cette volonté d'agir par soi, présente chez les nations autant que chez les individus, est un bien en soi. Elle correspond à un instinct profond. Agir par soi étant l'aspiration légitime et normale de tous les peuples, en être privé est une oppression essentielle, même dans un régime fédéral où les souverainetés sont censées être partagées. Ferme la parenthèse, vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'Éric Bédard ne connaît pas Séguin, il connaît très bien, il a lu attentivement pas mal tous les écrits de Séguin. Toutefois, pour Séguin, si l'agir par soi collective est nécessaire à toute nation pour être normale, elle est pratiquement impossible à acquérir pour une petite nation annexée comme le Québec. Notamment à cause des forces politiques, économiques et sociales qui sont présentes dans toute société et qui déterminent en grande partie le devenir des nations. Au Canada, ces forces structurantes qui influent sur l'histoire seront pratiquement toujours à l'avantage de la nation canadienne, comme Séguin disait. Il faut le dire, c'est principalement ce pessimisme et ce déterminisme historique, très présent chez Séguin, que Bédard rejette totalement. Donc, historien volontariste, un peu comme à l'image de Groulx, Bédard croit énormément que les grands hommes peuvent changer le cours de l'histoire, comme l'aurait fait, selon Louis-Hippolyte Lafontaine, en contrecarrant dans une certaine mesure les effets de l'acte d'union sur le peuple canadien-français après 1840. On sait que Séguin fut très critique à l'endroit de Lafontaine et ses collègues, dans ses noms et dans les autres écrits. Pour lui, ces hommes avaient adopté une illusion progressiste au lendemain de 1840, en croyant naïvement être les échos politiques des Canadiens anglais. Sur le plan politique, grâce à l'idéologie fédéraliste, les chefs canadiens français, politiciens comme Lafontaine ou journalistes comme Étienne Parent, en arrivent rapidement à croire que l'Union n'a fait que juxtaposer deux colonies qui, par la conquête en commun du gouvernement responsable, demeurent libres de s'administrer chacune sur son propre territoire. Certes, Éric Bédard est conscient que les Canadiens français sont mis en minorité. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'Éric Bédard ne comprend pas ça. Donc, pour lui, en 1840, il y a une mise en minorité et que l'Union va avantager politiquement les Canadiens anglais à la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Toutefois, Bédard croit que Lafontaine et ses collègues ont eu raison de collaborer, différence avec Séguin, donc ont eu raison de collaborer avec les politiciens du Canada-Ouest pour tenter d'amoindrir les effets de l'Union de 1840. Et que grâce à leur ténacité et à leur bonne volonté, ils ont pu faire des gains pour les Canadiens français, notamment au niveau de la reconnaissance du français à la Chambre du Canada uni. Par conséquent, dans son livre sur les réformistes, Bédard endosse, je ne suis pas gênée de le dire, Bédard endosse l'illusion progressiste des politiciens canadiens-français optimistes lorsqu'il affirme, ouvre la parenthèse, que les réformistes canadiens vont jouer un rôle important en convainquant leurs compatriotes d'accepter l'union des deux Canadas, tout en obtenant avec le concours des réformistes du Haut-Canada le gouvernement responsable dans lequel ils joueront un rôle clé. Les réformes qu'ils feront adopter seront nombreuses et déterminantes sur le plan économique et social, qu'on pense à l'abolition du régime seigneurial, à la création des premières écoles normales, à la réforme de la justice et du droit civil. Bédard soutient également, ça c'est toujours Bédard là, qui écrit ça dans les réformistes, également que reconnu sur le plan politique, grâce à l'obtention du gouvernement responsable, la nationalité devait désormais passer à l'économique, relever le défi de la prospérité, le développement, sinon la survie de la nationalité,
La survie de la nationalité ne passait plus par la politique querelleuse, mais par l'enrichissement économique. Fin de la parenthèse. Ne trouvez-vous pas que ça ressemble beaucoup aux écrits de Lionel Groulx? Et c'est de Bédard, qui est né en 1969, 2 ans après le décès de Lionel Groulx. À l'instar des politiciens canadiens-français optimistes de l'époque, Bédard refuse de voir que le gouvernement responsable a été octroyé en 1848 au profit de la nation canadienne-anglaise, qui avait la majorité à la Chambre du Canada uni, ne l'oublions pas. Bédard ne semble pas conscient que les députés canadiens-français minoritaires en Chambre devaient obligatoirement avoir l'assentiment des députés canadiens-anglais pour pouvoir voter des lois au bénéfice des Canadiens-français. Ces derniers n'étaient plus libres de s'administrer politiquement au sein de leur territoire, et ce tant au plan interne qu'externe. Et contrairement à Bédard, Maurice Séguin a eu, lui, la lucidité de bien comprendre cette dure réalité des choses. Autre point de divergence entre Séguin et Éric Bédard, c'est au niveau de la survivance. Pendant que Séguin la dévalorise, en parlant de survivance médiocre, Bédard affirme positivement que la survivance témoigne d'un entêtement et d'une volonté de durer de la part des Canadiens français. À ses yeux, l'élite canadienne-française, après 1840, a su rebondir afin de préserver les acquis culturels et obtenir le gouvernement responsable. Pour réussir cet exploit, selon Bédard, la nation canadienne-française se devait d'avoir une unité de pensée et d'action dans le but de former un bloc compact. Cette unité fut possible grâce au leadership, bien entendu, quels sont les héros de Bédard, grâce au leadership de La Fontaine comme chef de la nation. Un autre reproche que Bédard fait à Séguin, c'est de ne pas avoir accordé dans sa synthèse historique des deux Canada une place de choix aux événements et aux grands personnages qui ont une influence marquante sur le cours de l'histoire. Pour Bédard, l'histoire telle que conçue par Séguin, j'ouvre la parenthèse, est une mécanique froide, mue par des rapports de domination. Les hommes subissent l'histoire au lieu de la faire. Face aux grandes lois de la sociologie du national, ils ne font tout simplement pas le poids. Certes, cette vision déterministe de l'histoire chez Séguin, Bédard ne peut tout simplement pas l'endosser, puisqu'il croit sincèrement que les événements et les grands personnages influent considérablement sur le devenir d'une nation, d'une société. Enfin, au cours des dernières années, Bédard a beaucoup critiqué le fait que Séguin n'a pas beaucoup publié de son vivant. S'il est vrai que la plupart de ses écrits manuscrits ont été publiés par ses disciples après sa mort, il serait par contre malencontreux de dire que la richesse d'un œuvre d'un historien ou de tout autre intellectuel se mesure uniquement au nombre de livres publiés. Bref, même si l'œuvre écrite de Séguin ne remplit pas une bibliothèque, elle demeure encore à ce jour d'une très grande richesse au plan historique et sociologique pour comprendre le devenir de la nation québécoise qui, ne l'oublions pas, est toujours dépendante et annexée au Canada, comme l'avait prédit Séguin. Deuxième historien, j'imagine que vous l'avez deviné. En ce qui a trait au deuxième historien, Charles-Philippe Courtois, né en 1972, donc la même année que moi, et professeur d'histoire au Collège militaire de Saint-Jean, il a lui aussi beaucoup de difficultés avec le pessimisme de Séguin. Dans sa biographie sur Lionel Groulx, parue l'année dernière, Courtois déplore le pessimisme de Séguin, déplore que le pessimisme de Séguin ait contribué à la rupture avec Groulx. On sent que Courtois aurait aimé une continuité. Mais justement, Courtois explique très bien qu'il n'y a qu'une rupture évidente et qu'il n'y a pas autant de continuité que Félix Bouvier voudrait le croire. Donc, il est évident que Groulx l'optimiste ne pouvait endosser l'interprétation historique implacable de Séguin au sujet de l'Union de 1840, qui réduisait la sort de la nation canadienne-française annexée à une survivance médiocre mais indestructible. Comme le note Courtois, pareil pessimisme devient du défaitisme. Donc, pour Courtois, un peu comme à l'image de Groulx, c'est du défaitisme. On sent chez Courtois qu'il aurait bien aimé que maître et disciple se mettent d'accord sur bien des questions politiques, comme il note la stratégie de miser sur l'État provincial. S'il croit que certains consensus auraient été possibles entre Groulx, Brunet et Frégault, notamment sur l'autonomie provinciale,
Ils sont devenus impossibles lorsque Séguin, en 51-52, a réussi à convertir ses collègues à son pessimisme intégral, dans le cadre d'un séminaire qu'il donnait avec eux. Fait qu'on sent le désarroi de Courtois, qui aurait aimé, dans le fond, que Séguin ne réussisse pas à emmener dans son pessimisme Brunet et Frégaud. D'ailleurs, dans sa biographie, Courtois relate le moment où Groulx a tenté d'éloigner Brunet et Frégaud des théories pessimistes de Séguin, mais sans succès. Groulx a tenté, mais ça n'a pas réussi. Tout au long de la lecture, on constate que Courtois partage la critique de Groulx envers la vision pessimiste de l'histoire chez Séguin. Dans un passage très révélateur de sa pensée, Courtois écrit, j'ouvre la parenthèse, « Si La Fontaine n'était qu'un abo aux yeux de l'école de... » Et ça, c'est pas Groulx, là. Nabot, là, ça vient de Courtois. Donc, je répète, La Fontaine n'est qu'un abo aux yeux de l'École de Montréal. C'est aussi parce que la survivance de la culture canadienne-française, source de fierté pour vous, est presque une tare pour certains parmi la jeune génération, étant donné l'état de médiocrité et de subordination des Canadiens français. À cet égard, l'École de Montréal partage un certain... Fait que là, c'est toujours Courtois, là? C'est pas de moi? À certains égards, l'École de Montréal partage un certain dégoût avec les cité-libristes. Fin de la parenthèse, de la condition québécoise. Je dois dire que quand j'ai lu ce passage de Courtois, j'ai été un peu stupéfaite. Car je ne crois pas que l'interprétation que fait Séguin de l'Union se résume chez lui à un dégoût de ce qui est devenu la nation canadienne-française après 1840. Par ailleurs, Courtois insiste beaucoup dans sa biographie pour dire que Groulx ne pouvait accepter le mépris de l'École de Montréal pour la culture et l'histoire canadienne-française. Encore là, analyser lucidement le devenir d'une nation, comme l'a fait Séguin, ne signifie pas pour autant qu'on la méprise. Courtois, à l'instar de Bédard, reproche également à Séguin et à ses collègues d'avoir été particulièrement dur envers les actions de Louis-Hippolyte Lafontaine. Selon lui, Séguin et ses collègues, en dénonçant l'imposture de La Fontaine, nient toute valeur à son action. Elle n'y voit que la fondation d'une illusion, celle d'un partenariat possible au Canada, alors que seule la subordination l'est. Fin de la parenthèse. Tout comme Bédard, Courtois croit que devant l'impossible indépendance après 1840, la vision collaboratrice de La Fontaine avec le Canada anglais était préférable à celle de Papineau, qui préférait l'annexion aux États-Unis. Il tient aussi à souligner l'importance du rôle de La Fontaine dans la lutte pour la reconnaissance du français à la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Toutefois, contrairement à Ric Bédard, Charles-Philippe Courtois est bien conscient que le gouvernement responsable en 1948 ne profite pas à la minorité canadienne-française. Ainsi, dans son anthologie de la conquête, c'est très intéressant, c'est son introduction, la conquête publiée en 2009, il note qu'il n'était pas question d'accorder le gouvernement responsable à une assemblée canadienne. L'Union permettait d'assurer qu'une majorité de députés canadiens-anglais représente les Britanniques du Canada. À ce sujet, il écrit « L'acte d'union avait privé les Canadiens d'un cadre politique propre et les annexait à une colonie anglophone formant le Canada uni, où leurs organisations distinctes reposaient sur des entités socio-culturelles. » Là, Courtois se rapproche de Séguin dans sa définition de 1848. Tout comme Séguin, il admet que les attributs de la souveraineté, défense, diplomatie, monnaie, c'est-à-dire l'autonomie externe, ont toujours échappé à la nation canadienne, française et québécoise. Par conséquent, les Québécois n'ont jamais pu admettre des pouvoirs externes qui les régissent à tous les jours. Par contre, lorsque nous arrivons à la Fédération de 1867, Courtois, dans une étude portant sur le programme d'histoire de 3e secondaire de 2006, critique le fait que le contenu du programme parle de la Fédération canadienne. Moi, j'avoue, j'étais contente que dans le programme, qu'ils osent mettre le mot Fédération canadienne, parce que selon moi, c'est ça. Et non de la Confédération qui occulte l'importance de la restauration négociée d'une autonomie québécoise en 1867. Fait que Courtois croit que c'est ça, avec 1867, que le Québec retrouve une plus grande autonomie. Oui, c'est vrai, mais Séguin disait 1867, c'est la continuation de 1840 parce que l'annexion est encore plus présente. Ouais. Donc,
OK. Non. Il m'a fait dans mon film. OK. Comme si Courtois croyait qu'il y avait un pacte négocié entre la nation canadienne et la nation canadienne-française en 1867. On sait à quel point Maurice Séguin a battu en brèche ce mythe du pacte entre deux peuples fondateurs dans sa synthèse historique, et ce, bien avant le rapatriement de la Constitution de 1982. Fait qu'à Séguin, bien avant 82, souvent, Bédard, Courtois, ils disent « Oui, il y avait un pacte, mais là, on ne croit plus au pacte depuis 1982. » Ben, Séguin, dans les années 50, disait qu'il n'y en avait pas de pacte. Donc, par ailleurs, également, dans son anthologie de la conquête, Courtois soutient que le peuple québécois n'est plus un peuple conquis, puisqu'il a pris possession du pouvoir provincial qui était à leur disposition depuis 1867. Contrairement à Séguin, qui disait que les Canadiens français subsistent comme peuple chambreur dans une des pièces les plus importantes de la maison, construite et possédée par une autre nation. Courtois ne voit pas que 1867 consolide 1840, puisque la mise en minorité est encore plus grande pour la nation canadienne-française. De 2 provinces en 1840, il passe à 4 dans la Fédération canadienne et où 3 provinces sur 4 détiennent une majorité anglaise où la langue française n'est pas reconnue officiellement. Par ailleurs, même si les Canadiens français retrouvent en 1867 un parlement distinct du reste du Canada, l'autonomie externe leur échappe toujours. Cependant, je dirais que ce pouvoir provincial octroyé en 1867 dans le domaine de l'autonomie interne qui préoccupe à tous les jours les Québécois rend difficile pour eux de voir l'oppression nationale qu'ils subissent du fédéral à tout moment. Bref, les champs de compétences du fédéral ne sont pas les principales préoccupations des Québécois. À part, je dirais, l'assurance chômage, l'immigration et l'environnement ces dernières années. Cela dit, même nos historiens nationalistes comme Bédard et Courtois ont beaucoup de difficultés à admettre que la Constitution de 1867 incarne une union fédérale centralisée où les pouvoirs de dépenser et résiduaires se retrouvent dans les mains du fédéral. En 1867, il n'est ni question de pacte ou d'entente négociée entre deux nations, qu'on se le dise, de bonne foi, de deux nations, qu'on se le dise, comme semble le croire Courtois dans son étude sur le programme d'histoire, mais une simple loi constitutionnelle votée par le Parlement de Londres. Maintenant, passons à notre il me reste juste une page, là. Maintenant, passons, je veux parler du troisième historien, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup là, de ma génération qui ont critiqué ou parlé de Séguin. OK, vas-y. Maintenant, passons à notre troisième historien qui s'est penché brièvement sur l'œuvre de Séguin dans certains écrits. Il s'agit de l'historien Julien Goyette, né en 1973 et professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Au sujet de Maurice Séguin, il participait en 2005 à un colloque sur son œuvre que j'avais organisé avec Robert Comeau pour la chaire Hector Fabre de l'UQAM. Dans son texte du colloque que j'ai relu récemment, Goyette saisit très bien le pessimisme de Séguin. Selon lui, le pessimisme de Séguin ne doit pas être envisagé comme la négation de l'agir humain ou une quelconque invitation au fatalisme. J'ai trouvé ça intéressant. Mais bien plus à une mise en garde contre le danger de se laisser bercer d'illusions. Comme il le note, la posture intellectuelle chez Séguin implique d'accepter d'abord les différentes déterminations qui pèsent sur soi et d'inscrire ensuite son agir dans les limites fixées par ces déterminations. Ainsi entendu, le pessimisme devient un principe d'action, mais dans un champ du possible extrêmement limité et contraignant. Donc, on peut dire que Goyette a très bien compris le pessimisme de Séguin. A très bien compris que le pessimisme de Séguin ne veut pas dire pour autant qu'il méprise le devenir de sa nation, comme semble le prétendre Courtois. Julien Goyette dit plutôt que l'œuvre de Séguin invite à une forme de dépassement à travers l'idée d'indépendance, car chez Séguin, il y a toujours l'espoir que peut-être une occasion se présentera où les Québécois auront, pour un moment, comme en 90, mais ce n'était pas le Parti québécois qui était au pouvoir, auront pour un moment le rapport de force nécessaire pour faire l'indépendance. Mais quand on l'a eu, le rapport de force, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, malheureusement. Il a d'ailleurs écrit dans ses normes « Attendre l'occasion », 3 petits points, si jamais. Fin de la parenthèse. Il me reste juste un paragraphe, là, s'il vous plaît. Ils sont contents. OK. D'ici là,
Séguin nous disait de continuer à dénoncer le mythe qui consiste à croire que les Québécois pourraient être les maîtres de leur destinée en demeurant à l'intérieur du Canada. Mais c'est là un travail de longue haleine et qui, comme on peut le constater, n'est pas aisé à faire, y compris chez nos historiens nationalistes. Mais si nous revenons à Julien Goyette, je dirais que le seul reproche qu'il fait à Séguin, c'est d'avoir trop insisté sur les structures, ce qui a eu pour effet de déposséder les citoyens de leur histoire et de décourager à l'avance toute forme de participation. Bref, pour Goyette, le néonationaliste, pour avoir voulu être une doctrine neuve, un commencement absolu pour s'être affranchi du passé, doit payer le prix du déracinement. À la recherche de la liberté et l'authenticité, le néonationalisme a condamné la seule route qui y menait le passé. En conclusion, je crois qu'on peut dire que nos trois historiens nationalistes de la génération X s'entendent pour dire que l'œuvre de Séguin rompt de façon évidente, fait que pour nos trois historiens, il n'y a pas de continuité. Donc, l'œuvre de Séguin rompt de façon évidente avec l'histoire traditionnaliste défendue par Groupe et ses prédécesseurs. En fait, je dirais que le principal reproche qu'ils font à l'œuvre de Séguin, outre son pessimisme, c'est d'avoir mis la hache, d'avoir mis la hache dans le passé mémoriel des Québécois, où une grande place était réservée aux prouesses des grands personnages canadiens-français qui avaient su déjouer habilement, grâce à leur volonté, les visées assimilatrices des Canadiens anglais vis-à-vis de la nation québécoise à l'intérieur du Canada. Certes, il n'est pas surprenant que l'œuvre de Séguin, avec son implacable lucidité sur le devenir de la nation québécoise, n'a pu séduire nos trois historiens nationalistes davantage en phase avec le volontarisme et optimisme de Groupe, où le rêve d'un réveil national pour sa petite nation était tout à fait possible, et ce, à l'intérieur du Canada. Merci. Alors, merci, Josiane, de cet exposé fouillé et inspirant. Tu as su capter notre attention, même si l'heure est avancée. Et surtout pour nous, hein, on n'a pas fait notre sieste cet après-midi. Alors, je pense que nous sommes choyés cet après-midi puisque nous avons aussi une autre conférencière qui fait partie de la jeune génération et qui va, elle aussi, nous parler de l'influence de Maurice Séguin. Mélanie Boyer est une étudiante au doctorat à l'Université du Québec dans l'Outaouais. C'est rare que nous avons l'occasion de fréquenter des gens de Gatineau. Il y en a dans la salle, je le sais, mais l'Université du Québec en Outaouais ne nous a pas habitués à une délégation aussi rayonnante. Mélanie a aussi cette particularité, tout comme Josiane, d'être une intellectuelle et aussi une activiste, une militante. Elle a l'expérience des organisations politiques. Alors, elle a évidemment fait des études en sciences politiques à l'Université de Montréal. Ça, c'est un passage obligé, nécessairement. Et des cours avec vous. Et des cours avec moi, bien sûr, sur le nationalisme québécois. Elle a fait aussi des études de droit à l'Université Laval. Vous voyez qu'on n'est pas exclusiviste, on est inclusif, nous, on inclut toutes les universités. Elle a aussi enseigné l'économie à l'Université de Hearst en Ontario. C'est quand même pas mal. Et moi, ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est qu'elle a travaillé au cabinet du chef du Bloc québécois à Ottawa, tâche que j'ai assumée pendant quelques mois, moi aussi. Et donc, elle était active au Bloc québécois auprès de Gilles Duceppe. Alors, dernier fait d'armes de cette jeune doctorante, elle s'est méritée la bourse Pierre de Bellefeuille pour consacrer sa thèse de doctorat à l'écriture d'une biographie politique de Pierre de Bellefeuille, cet indépendantiste irréductible qui a marqué l'évolution du mouvement indépendantiste dans les périodes difficiles qu'on a connues au Québec à partir de 1984, quand le Parti québécois a abandonné son option. Pierre de Bellefeuille a été le courageux qui a maintenu le flambeau.
avec d'autres, comme l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Gilles Réaume, et votre humble serviteur. Sans plus tarder, Mélanie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc, pour les gens de ma génération, la pensée de Maurice Séguin et la vision globale de la nation qu'elle dépeint est vraiment d'une logique implacable. Mais ça fait en sorte qu'elle nous apparaît aussi très rigide. Moi, je ne suis pas de la génération X, puis je ne suis pas de la génération Y, je suis de la génération qui n'a pas de nom dans le milieu. Mais c'est vrai, c'est ça. Ben, c'est ça. Bon, je ne répéterai pas tous les principes qui découlent de sa théorie puis de ses normes, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi très bien, donc je ne le ferai pas. Mais ce à quoi je vais surtout m'intéresser, c'est au fait que selon Séguin, le statu quo en matière de politique constitutionnelle pour le Québec au sein de la Fédération canadienne mène inévitablement à l'annexion, voire à l'assimilation. On l'a qualifié toute sa vie de souverainiste pessimiste avec sa vision noire de l'histoire, mais au fond, c'est peut-être lui qui avait raison. Donc, lors de la dernière campagne québécoise, il y a quelques mois à peine, Ipsos et la presse ont publié un sondage auprès de 510 jeunes Québécois âgés entre 18 et 24 ans, et dont les questions portaient sur leur ancrage politique et sur la question nationale et identitaire. Il en est ressorti que seulement 20 des jeunes francophones se disent souverainistes, 35 sont autonomistes et 33 se sont prononcés pour le statu quo constitutionnel. Donc, si je traduis ces données-là dans la langue néo-nationaliste, les autonomistes et les fédéralistes, c'est la même affaire. Donc, la prochaine génération de Québécois francophones sera composée de 20 de souverainistes et de 68 de fédéralistes. Cette proportion de 20 70 est un peu plus faible que dans un sondage semblable publié il y a 4 ans, où elle était de 30-70. En effet, CROP a publié un sondage en 2014 sur les mêmes thèmes, avec sensiblement le même échantillon, donc 500 au lieu de 510, et s'est concentré sur le même groupe d'âge, 18 à 24 ans. Ce sondage-là, le CROP, a confirmé que l'attachement au Canada augmente auprès des jeunes, avec environ le tiers des répondants qui se sentent canadiens avant d'être québécois, et 68 qui estiment que le Canada est une partie importante de leur identité. Pour le politologue Éric Montigny, qui a commenté le sondage de cette année, donc 2018, malgré le 20 d'allégeance souverainiste, il reste que plus de 55 de ces jeunes-là se disent québécois avant tout, ce qui signifie que même si ça représente une baisse par rapport à plusieurs sondages, qu'il y a une identité québécoise qui demeure, mais qui ne se traduit pas nécessairement par un appui à l'indépendance. Bon. Selon la professeure et spécialiste en sondage Claire Durand, l'intérêt pour la souveraineté est actuellement dans un creux historique. Donc, on a du chemin à faire. Il faudrait des recherches plus poussées et plus exhaustives sur le phénomène de canadianisation, et pas seulement 3 sondages. Là. Donc, c'est peut-être un projet plus tard. Mais je pense que s'il était parmi nous, Maurice Séguin nous parlerait fort probablement du destin qui guette les nations annexées. En même temps, il faut comprendre aussi que ces jeunes-là n'ont pas connu et vécu le climat tumultueux et exaltant des années 50, 60 et même 70, de même que le sentiment d'urgence qui animait alors les acteurs de la Révolution tranquille. La plupart de ces jeunes sont nés après le référendum de 95. Donc, si on parle des 18-24 ans, c'est à partir de 23 ans. Donc, 23-24 ans qui sont nés après 95 ou en 95. Donc, ça laisse tout le reste de la marge de manœuvre qui sont nés avant. Donc, ils n'ont pas vraiment de référent quant à la nature et à la portée des disputes constitutionnelles qui l'ont précédé ou qui y ont mené. L'univers politique d'un peu plus de la moitié d'entre eux, donc 53 a pour assise le printemps érable, la lutte au changement climatique et la crise des migrants. Pour les un petit peu plus vieux comme moi, donc qui n'ont pas de génération, nos souvenirs du référendum de 95 sont assez vagues. Donc, ça se résume à la très courte défaite, hein, donc les pourcentages, et à la citation de M. Parizeau qu'on entend encore partout. C'est donc dans cet univers politique morose et très peu inspirant que les jeunes vivent leur nation québécoise, loin de l'effervescence identitaire et de l'espoir tangible de pouvoir façonner le rêve de l'indépendance en véritable projet politique.
quand Maurice Séguin est décédé en août 84, je venais juste d'avoir 5 ans. Donc, j'ai évidemment pas eu la chance de le connaître. Mais pour vous dire à quel point le personnage a été négligé, j'ai suivi des cours de politique au cégep. J'ai fait ma maîtrise en sciences politiques et j'ai fait mon doctorat en sciences sociales. Je connaissais les principes, évidemment, de la pensée néo-nationaliste, mais c'est seulement tout récemment, donc en 2016, que j'ai lu Maurice Séguin pour la première fois, que j'ai appris à le connaître et à vraiment comprendre son importance dans l'historiographie québécoise. Il faut dire qu'il n'a jamais vraiment cherché cette notoriété-là non plus, mais quand même. C'est d'ailleurs l'une des remarques les plus présentes lorsqu'on lit les hommages qui lui ont été rendus dans le livre de M. Robert Comeau, donc Maurice Séguin, historien du pays québécois vu par ses contemporains. On regrette sa volonté de travailler dans l'ombre, d'avoir peu écrit et conséquemment d'avoir été peu connu à l'extérieur du cercle universitaire. Dans le colloque en 2005, avec l'historien, d'ailleurs, Bruno Dehaye, qui était avec nous tantôt, ce dernier commence sa communication en disant qu'au fond, on refuse d'accorder à Maurice Séguin la place qu'il mérite dans l'historiographie. Et je suis obligée d'être d'accord avec lui. À l'Université de Montréal, où j'ai étudié et où a enseigné Maurice Séguin et où il a accessoirement dirigé le département d'histoire, l'aura du chanoine gros a pris toute la place. Comme si on ne pouvait pas admirer les deux hommes en même temps pour ce que chacun a apporté à l'histoire dans leur contexte respectif. Le titre de mon exposé, donc, qui parle d'orthodoxie, peut vous paraître péjoratif dans les circonstances, mais ce n'est pas le cas. En fait, je voulais apporter aujourd'hui comme humble contribution, c'est justement le fait de tout ce que la rigidité de Séguin, dans le fond, dans sa définition de la nation, a pu apporter, paradoxalement, en termes d'ouverture sur la réflexion individuelle et collective relative au statut politique du Québec. Bon, d'abord, l'orthodoxie, il ne faut pas le prendre dans son sens religieux ou extrémiste, okay? Mais plutôt dans son sens étymologique général. Donc, c'est pour ça que je parle de rigidité aussi. Donc, orthos qui veut dire droit et doxa qui veut dire opinion. Donc, on parle d'une personne dont la pensée transgresse la rectitude. Je pense que c'est pas mal ça. Le touchant portrait qu'en a fait son épouse dans la première partie du livre de M. Comeau reflète exactement mon propos. Elle disait en effet, et je la cite, « Plutôt têtu, terriblement déterminé, et qu'à sa connaissance, il avait toujours fait exactement ce qu'il a voulu, et rien ni personne n'a jamais pu l'arrêter quand il avait décidé quelque chose. » Elle ajoute, « Maurice était rebelle aux conventions, il n'a jamais fait le moindre effort pour essayer de faire connaître le pourquoi de sa façon d'être. Il était parfois un peu irritant, mais je le trouvais merveilleux d'être ainsi lui-même, honnête, frondeur, logique, intelligent et libre. » Séguin promouvait une thèse impopulaire qui impliquait d'emblée la remise en question de la doctrine dominante de l'époque. Donc, non seulement il était loin de vouloir en tirer profit, mais au contraire, c'était un pari dangereux. Mais peu lui importait, parce que pour Maurice Séguin, l'identité d'un peuple et sa souveraineté ne s'acquièrent ni ne se préservent par le compromis. Donc, en Péferetti. Là était son message et sa conviction profonde qu'il ne pouvait que défendre et promouvoir de façon cohérente que s'il le faisait sans aucune demi-mesure. Dans son cas, je perçois son orthodoxie comme étant l'expression de sa liberté de parole, liberté de pensée. Et la liberté est une condition très difficile à assumer et elle comporte son lot de responsabilités. Et il les a prises. Même si on connaît peu Séguin à l'extérieur du cercle universitaire, son héritage est lié au mythe émancipateur de la Révolution tranquille. Et malgré eux, les nationalistes portent tous un peu de cet héritage aujourd'hui, peu importe la façon dont ils envisagent le Québec de demain. D'ailleurs, l'une des conditions sine qua non de Séguin à l'établissement de ces fameuses normes et à la formation d'une nation intégrale au Québec était le rejet complet de la doctrine nationaliste traditionnelle. Il s'agit d'un passage obligé, ce nationalisme étant identifié au conservatisme et au duplessisme. Donc, citation dans le livre de M. Comeau. Je n'ai malheureusement pas le temps ici de démontrer les implications de cette toute petite phrase, mais il reste que Séguin a provoqué un peu le confort, a dérangé un peu le confort que les Canadiens français retrouvaient dans la pensée unique traditionnelle. Il y a eu une rupture historiographique en apportant des changements importants aux divers aspects de la pensée, de l'interprétation, voire de la mémoire reliée à ce modèle de la société québécoise.
dire aux gens qu'ils pouvaient réfléchir et même penser autrement en leur présentant la vision d'une nation en devenir qui pourrait être encore plus que quelque chose comme un grand peuple, mais un pays. Cette orthodoxie dont Séguin faisait preuve, je crois, a grandement contribué à sensibiliser les Canadiens français au fait qu'ils pouvaient, et de façon proactive, sans attendre de gagner le respect et la permission de l'autre, contrôler leur propre agir sur soi collectif en réalisant la souveraineté. Donc, la rigidité de Séguin est devenue un puissant agent de changement, offrant aux Canadiens français un argumentaire théorique complet, schématisé et vulgarisé pour l'établissement d'un modèle alternatif à celui de la survivance. Le nationalisme ou le statut politique du Québec, pour Séguin, c'est un jeu à somme nulle. On le voit très bien dans l'introduction de l'idée d'indépendance au Québec, lorsqu'il affirme que, devant le sens à donner à l'histoire nationale du Canada français, on adopte soit l'attitude fédéraliste ou l'attitude indépendantiste. L'interprétation néo-nationaliste des conséquences de la conquête a amené Séguin à critiquer l'idée de la survivance, de l'agriculturisme et surtout de l'idée d'une possible égalité entre les deux peuples fondateurs. Ni la réconciliation ni la cohabitation ne sont possibles. Ce sont des remises en question importantes qui ébranlent les fondements de l'identité canadienne-française telle qu'elle était conçue avant les années 50. C'est dans cet esprit qu'on commence à réfléchir au fait que s'il y a deux façons d'envisager le nationalisme canadien-français, qu'advient-il de tous les nationalistes traditionnels qui ne sont pas prêts à rejoindre une ou l'autre des deux visions? Donc, c'est un peu aussi dans cet esprit-là d'introspection collective que Joseph Yvon Thériault a écrit que la Révolution tranquille ne fut pas une révolution contre une classe dominante ou encore une révolution contre une domination étrangère, elle fut avant tout une révolution contre soi-même. Et ça a été déterminant du point de vue de l'évolution de la pensée nationaliste et de la perception que les Canadiens français avaient d'eux-mêmes collectivement, donc un certain empowerment. Je vois également la rigidité de Maurice Séguin comme étant le résultat ou la motivation d'une volonté de retour de balancier idéologique. Si on souhaite promouvoir un changement, on prend une position ferme, assez pour devenir une espèce d'idéal type et permettre aux gens de se rapprocher de notre posture sans nécessairement s'attendre à ce qu'ils y adhèrent complètement. Alors, oui, je lui appose une étiquette, celle de la rigidité, mais je suis certaine que pour lui, c'est un compliment. Il faut pas... Rigueur, ça équivaut à rigidité aussi. Oui, oui. Oui. C'est plus positif. Plus positif. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier non plus que le temps était propice à la Révolution lorsque le Maurice Séguin et ses collaborateurs ont développé leur théorie. Il faut se remettre dans le contexte et l'atmosphère de l'époque. Rappelez-vous de l'appel du père Lévesque à René Lévesque en 1960. Là, je ne vais pas le crier, là, mais il a dit « Dépêchez-vous, ce qui se passe, c'est une révolution et il ne faut pas qu'elle nous échappe. » Il a donc probablement ressenti, Maurice Séguin, qu'il fallait tout rejeter en bloc, les idées nationalistes passées, afin d'éviter, en connaissant les Québécois, toute tentative de se raccrocher à des repères qui pourraient entraver cette grande transformation. Le confort, comme je parlais tantôt. Séguin était effectivement conscient, et c'est très lucide et intelligent de sa part, du fait que, justement, les gens n'acceptent pas nécessairement tout de la doctrine qu'on essaie de leur proposer, qu'on leur propose, dans le fond. Donc, les néonationalismes ont donc modifié, et j'ose dire un peu radicalisé, la définition de la nation en l'opposant à la définition traditionnelle, ce qui a permis, peut-être malgré eux, une ouverture sur la multitude de positionnements possibles entre les deux conceptions sur ce spectre du nationalisme. Ainsi, dans le contexte de la problématique de la minorisation des Canadiens français, parce que c'est ça le conflit, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là, l'indépendantisme inconditionnel, comme je l'appelle, ou bien plus péjoratif, les purs et durs, mais inconditionnel, j'aime mieux ça, érigé ou promu par Séguin et ses collaborateurs, a forcé une espèce de gradation des nationalistes, allant justement du pur et dur, si on veut, jusqu'aux fédéralistes. Donc, les indépendantistes conditionnels et les autonomistes, ceux qui sont dans le milieu et qui mettent des « si » à tout, là, excuse-moi, ils ont été érigés en opposant aux souverainistes. Donc, la souveraineté est désormais un projet tangible et on se rend compte que finalement, les Québécois eux-mêmes sont la menace de sa réalisation. Le double est ainsi né et la dissociation a été ravivée et plus que jamais avec la réelle possible
possibilité, excusez-moi, mon Dieu, avec la réelle possibilité de l'indépendance. L'ombre canadienne-française refait surface derrière le québécois, deux parts qui se dressent l'une contre l'autre. Ça, c'est Jean Boutiette. Si le fédéralisme est l'ennemi naturel du souverainisme, le nationalisme est notre ennemi intime, comme dirait Pierre de Bellefeuille. Il fallait que je le plug quelque part. Oui, c'est très bien. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une leçon à tirer de l'enseignement de Séguin, c'est le fait que malgré les définitions économiques, politiques et culturelles d'une éventuelle nation québécoise, l'important, c'est de contrôler les outils qui nous permettront de les appliquer. Pour lui, le Québec civique, ethnique ou le gouvernement de gauche ou de droite d'un Québec souverain n'ont pas vraiment d'importance avant l'accès à la souveraineté. Il faut d'abord acquérir la liberté politique et juridique qui va donner un sens à tous ces débats-là. La souveraineté ne peut pas se présenter comme une option ambiguë ou conditionnelle. On la fait ou on ne la fait pas. C'est un méta-enjeu, au-dessus des autres, qui seront pertinents dans un Québec souverain. C'est très bon, ça. Regardez, pas beaucoup de notes. Mon Dieu! Okay. Eh bien. Donc, ce que je retiens de Maurice Séguin, c'est l'idée peut-être que nous devançons les étapes et que c'est possiblement pour cette raison qu'on a l'impression de ne pas savoir où on va. L'embranchement n'est peut-être pas devant nous, mais il est peut-être derrière nous. Il faut revenir à l'essentiel du pourquoi et du comment on va le faire. Les politiciens se relancent sur des mots, sur des concepts et des débats, alors que ce que Séguin nous dit, c'est qu'on s'en fout. Faisons d'abord la souveraineté et ensuite nous discuterons de la façon dont nous voulons utiliser nos nouveaux pouvoirs et fonder le pays dans lequel nous voulons vivre. Parce que pour l'instant, le Québec et les Québécois ont toujours un statut minoritaire et renforcé par un gouvernement central qui prend de plus en plus de place. N'est-ce pas aussi un des fondements de la thèse de Séguin, cette fameuse oppression essentielle, presque constamment renforcée par la Cour suprême sur des questions constitutionnelles comme l'assurance-emploi, les congés parentaux ou même le droit à l'autodétermination. Bref, qu'on soit d'accord ou non avec sa vision, il reste que c'est cette même rigidité qui a permis d'établir les premières modalités de l'accès du Québec à la souveraineté. Et avec ses précieux collaborateurs qui ont placé la barre très haute en termes de réflexion sur le nationalisme québécois. Ils auront ainsi, grâce aux circonstances favorables de la Révolution tranquille, réussi une mutation exceptionnelle, passant d'un paradigme de survivance à la renaissance nationaliste d'une majorité sur son propre territoire. Ce que l'on fait de cet héritage nous appartient. C'est à nous de trouver comment actualiser les outils idéologiques et théoriques qu'il a développés, et c'est à nous de trouver comment présenter le projet indépendantiste comme étant une alternative crédible et viable au modèle fédératif. Il faut que les souverainistes cessent de craindre de croire à leur projet et qu'ils trouvent la force et la droiture, la rigueur. Et la cohérence. Oui, surtout. Et l'authenticité de suivre le chemin de la liberté que Maurice Séguin aura tenté de nous montrer. Merci à nos deux panélistes qui ont été très inspirantes. Nous allons passer à une période de questions de la salle, mais avant cela, je vais faire une chose qui est un mea culpa des organisateurs. Et merci Anne, je vais t'interpeller. Nous avons, nous les organisateurs de ce colloque, oublié quelque chose dans le programme. Je me rends compte en vous écoutant que Maurice Séguin, on le dit, ignoré, absent, délaissé, mais en réalité, c'est pas si vrai que ça. Parce que ce qu'on a oublié dans ce colloque, c'est qu'il y a eu des passeurs, des intellectuels, qui ont diffusé la pensée de Maurice Séguin, mais sous leur nom propre. Et là, c'est pour ça que je vais interpeller Anne Legarré, et je pense en particulier à Gilles Bourque, qui, à mon avis, a traduit le séguinisme dans une analyse de classe. Et ce qui m'amène à la question que je vais poser à Anne. L'ignorance, entre guillemets, de Maurice Séguin ne dépendrait-elle pas, ou la méconnaissance de Maurice Séguin ne dépendrait-elle pas du déclin du marxisme chez les intellectuels québécois? Non, c'est méchant. Non, mais, non,
Non. Je donne le micro à quelqu'un d'autre. Non, mais je voulais interpeller Anne là-dessus. Parce que Anne a collaboré avec Gilles Bourque. Il y a eu aussi, tu as cité Jean Boutillette, le Canadien français, ils sont doubles. Il y a Gaston Miron qui est inspiré lui aussi par Séguin. Je veux dire, il y a eu des porteurs de la pensée de Séguin. Malheureusement, on les a ignorés dans ce cas-là. Ben, juste dire, j'avais invité Mme Légaré à être conférencière. D'accord. Écoutez, là, ça a l'air, je veux vraiment vous le dire, c'est pas un coup monté. Non, pas du tout. Je suis arrivée là pour faire un commentaire, puis Denis profite, mais on dirait que c'était prévu que j'arrive là à ce moment-là pour qu'il puisse dire ça. Donc, je vais faire mon commentaire, si vous me permettez, mais répondre à ta question après. D'accord? Vas-y. Mon commentaire est le suivant. En écoutant plusieurs des interventions, en particulier celle de Josiane tout à l'heure, qui se référait à des historiens québécois, et d'autres conférences qu'on a eues dans la journée, j'ai vu flotter deux conceptions de l'État. Et celle des historiens, puisque c'est frais dans notre mémoire, tu viens juste de nous le présenter, on peut dire que c'est une conception instrumentale. Il y a deux conceptions dominantes, je dirais, en sciences politiques pour faire l'analyse du social et du politique. Donc, cette conception instrumentale, c'est-à-dire pour qui l'État, c'est un instrument pour changer les choses. C'est sympathique, on peut faire ça n'importe quand, soit avec le fédéral, soit avec le provincial. C'est la pensée qui domine, une pensée fédéraliste, en fait, ou une pensée réformiste, ou une pensée de l'accommodement avec le fédéral. La conception que je pense être celle de Séguin, c'est l'autre, c'est la conception de Max Weber, penseur politique du début du 19e siècle, pour qui l'État, c'est une domination légitime consentie. C'est-à-dire qu'on accepte, on consent à être dominé de cette façon-là. C'est-à-dire, on accepte d'être dans le fédéralisme, donc on accepte d'être dominé par deux gouvernements qui n'en font qu'un dans un seul État. Hein? Il n'y a pas d'État québécois, ça c'est la conception instrumentale ou strictement juridique. Il y a un État, c'est le Canada. C'est ce consentement à cette domination-là qui est, à mon avis, la conception rampante chez Séguin. Et pour sortir du pessimisme de Séguin, sortons du consentement. C'est l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à renverser le... Donc, c'est ce qui... Bon, peut-être que ça me vient un petit peu du marxisme. Bien, je crois. Écoute, tu ne réponds pas à ma question, par contre. Non, mais l'influence de Gilles Bourque, tu as collaboré avec Gilles Bourque. Oui. Gilles était quand même séguiniste, non? Oui, mais je pense qu'il était un séguiniste conscient, ouais. Alors que moi, j'étais séguiniste inconsciente. Mais comme moi. Voilà. Bon, alors, Yvan Lamonde a demandé la parole. Yvan? C'est une réflexion de Mme Lavallée qui m'a fait connecter deux neurones dormants. Mais c'est votre vision aussi à Éric Bédard qui disait que Séguin n'avait pas illustré à travers des personnages historiques son propos. Or, il me semble que c'est nouveau pour moi, là, aujourd'hui. Vous avez fait ma journée, si je peux dire. Il y en a eu. Il y a eu un séguiniste avant Séguin, et ça a été Louis-Joseph Papineau. C'est-à-dire que celui, et là, la correspondance éditée de Papineau nous permet de voir la chose clairement. On peut en débattre. Mais s'il y en a un qui s'est opposé à l'Union, s'il y en est un qui a dénoncé la fédération canadienne au profit d'une fédération continentale, c'est Papineau. Et donc, nous disposons maintenant, et ça, M. Séguin ne pouvait pas vraiment le savoir, c'est un travail récent qui permet de voir ça, mais c'est la conséquence de pouvoir trouver dans l'histoire du Québec une illustration du propos structurel de Séguin, hein, et de voir illustrer ce propos de Séguin
par quelqu'un d'aussi gigantesque que Papineau. Alors, je pense que c'est assez fondamental. Et c'est ce qui fait que quand vous lisez un historien, lisez son analyse de l'Union de 1840, Ça parle. et vous allez voir la suite de la logique de sa pensée. Merci. Des interventions? Bon, attendez. Madame, on va faire alternance homme-femme, si vous voulez. Aujourd'hui, les chambres, Non, non. Madame. Oui, je dis que la journée est extrêmement passionnante, extrêmement intéressante, mais moi j'aimerais bien que vous me disiez de quelle façon est-ce que vous situez tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ou tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans ce qui est maintenant la pensée de ce qui est devenu le Canada, un Canada sans nation, un Canada sans identité, un Canada post-national, et dans une vision qui n'est plus simplement celle d'Ottawa, mais qui devient de plus en plus la vision mondiale des nations. Alors, mesdames, on vous la parole. Ben, je crois que, non, contrairement, le Canada, ils ont une nation, là, la nation canadienne que Maurice Séguin parlait, existe bel et bien. Quand vous allez à Ottawa, là, moi, je suis allée une couple de fois, puis une fois, j'étais tombée en plein 1er juillet, et il y a des drapeaux partout. Il y a toute la rue, il y a des drapeaux du Canada. Ici, là, est-ce qu'on voit ça le 24 juin, là? Toute la rue Sherbrooke a des drapeaux du Québec, là? Ben oui, il y en a une nation. C'est la nation, je pense, de Pierre-Éliott Trudeau et de Justin Trudeau aujourd'hui. La nation multiculturelle, avec 2 langues officielles. On voit là justement la vision de Justin Trudeau qui va défendre les Canadiens français en Ontario, parce que pour lui, le Canada, il y a 2 langues, mais il y a plusieurs cultures. Il n'y a pas 2 cultures, mais une multitude de cultures, mais 2 langues. Et c'est ça la nation canadienne de Justin Trudeau et de son mari. Merci. Mélanie, peut-être quelques mots? Oui, juste brièvement. En fait, moi, j'ai l'impression que on utilise beaucoup l'effet de la mondialisation pour minimiser le projet indépendantiste en disant que, justement, les frontières, que les jeunes ne voient plus les frontières de la même façon, que les frontières n'ont plus vraiment d'importance à cause de la mondialisation, puis tout ça. Mais en même temps, c'est ça, je pense que c'est un argument que les gens utilisent contre la souveraineté. Et puis, je pense moi aussi qu'il y a une nation canadienne puis qu'il y a une nation québécoise, mais qu'on essaie de faire fondre ça avec cette espèce de multiculturalisme ou ben c'est ça, de multiculturalisme. Oui. Les frontières n'ont tellement plus d'importance que le Canada défend bec et ongle les frontières de l'Arctique. Hein. C'est sûr que la défense des frontières, c'est pas bon pour le Québec, mais c'est très bon pour le Canada. Monsieur Charon, question brève. Oui, question brève. C'est que, il semble dire qu'en 1848, les Canadiens anglais étaient majoritaires par rapport à nous. Je pas. À la Chambre. Ben oui, à cause du nombre de députés qui se prenaient. Au niveau de la population, il y en avait plus de Canadiens au Bas-Canada que dans le haut. Les deux ensemble, on était moins. En 48, Les gens 48. Oui, parce qu'on était les deux Parce que ensemble. John Brown a parlé du Red Pop ben, dans les justement. années 60 et non pas en 48. C'est juste 8 ans après après 1840. Ok, c'est une question. On a des historiens patentés ici qui vont répondre. Le recensement, le premier recensement canadien de 1851 a été fait. Vous pourrez-on dire, et ça c'est Bruce Curtis de l'Université de Carleton qui l'a établi, le premier recensement de 1851, curieux addon, est le recensement qui est venu faire la preuve que la population anglophone du Canada, du Haut-Canada, était supérieure d'environ 20 000 à la population francophone
du Bas-Canada. Et là, on parle seulement du Canada uni. Donc, il y a un renversement qui apparaît à ce premier recensement officiel du Canada. Et donc, si vous ajoutez ensuite le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, vous comprenez comment la Confédération est un deuxième tour de vis pour la forme. Merci. Nous passons maintenant la parole à une femme, Mme Gabory de Gatineau. Oui, bonjour. Elle dit que la nation canadienne existe. On a tellement dit aujourd'hui que c'est le peuple, un groupe. Alors moi, je vous répondrai que la nation canadienne, c'est dans la tête des Trudeau. Point. Quand je parlais que la nation canadienne existe, c'est justement pour les Canadiens anglais. Il y a une nation canadienne pour les Canadiens anglais et ils sont très nationalistes, peut-être même plus que nous. Absolument. C'est ça. Monsieur Dehaye. Oui, j'aimerais adresser mon commentaire et une petite question à Mélanie. Parlez plus fort. Oui, oui, très bien. Alors, mon commentaire concerne le mot rigidité que vous avez utilisé à plusieurs reprises dans votre exposé. Pour avoir lu et potassé les normes pendant des mois, des années, je suis loin de constater la rigidité dans les normes de Maurice Séguin. C'est que on ne prend pas un chapitre à la fois, on ne prend pas toutes les normes d'un coup sec, on prend un chapitre à la fois et après, il faut apprendre à comparer un chapitre avec l'autre, les relations, les dépendances. Ça devient très nuancé. Et là, à partir de cette idée qu'on ne peut pas affirmer que Maurice Séguin est tranché totalement, M. Turp a fait l'analyse ce matin de la définition de la nation. Je comprends que Renan est très intéressant du point de vue littéraire, mais je crois que l'effort de compréhension du concept de nation chez Maurice Séguin montre beaucoup de nuances, mais de complexité. Et Maurice Séguin, si on lit par exemple le chapitre sur la dynamique des forces, qu'il a appelé comme ça au début, mais qui est devenu la dynamique interne de la société, je crois que le mot que vous avez utilisé est rigide. Mais d'où ma question, en quoi vous avez considéré que ce que vous avez lu vous inspirait cette idée de rigidité? Micro. OK. Bon, d'abord, je crois que quand je parle de rigidité par rapport à Maurice Séguin, peut-être que je me suis mal exprimée ou que j'ai mal contextualisé mes choses, mais moi, je le regardais parce que ici, je suis invitée en tant que nouvelle génération de souverainistes, donc je me disais par rapport aux souverainistes de maintenant, aux jeunes de maintenant, où tout est absolument relatif, où il faut absolument que tout soit inclusif, que chaque personne, tu sais, il faut respecter les autres, là, mais je veux dire que chaque personne a son opinion, que chaque personne a... À un moment donné, c'est que chaque personne ne peut pas faire un parti politique, là, tu sais. Puis rigide, c'est un compliment, là. C'est pas, je sais que ça n'a pas l'air d'un compliment, mais c'est un compliment dans le sens que c'est, tu sais, il pense ça, puis je pense pas qu'on pouvait le faire changer d'idée. Tu sais, la nation, c'est ça, même si c'est vrai, là. C'est pas parce que c'est... Je parlais rigide dans le sens de... Fermeté. Ouais, Fermeté. sa théorie, ça... Tu sais, ouais, ben en tout cas... D'accord. Non, mais c'est elle qui parle. Ben c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire, par rapport aux jeunes de maintenant, à qui on ne peut pas vraiment imposer de cadre, sinon ils capotent, on ne peut pas leur imposer... Tu sais, c'est un peu ça dans ma tête. Donc, lui, sa définition, c'est si tu respectes ça, c'est un pays. Le Québec, c'est pas une nation intégrale, donc c'est pas une nation au sens propre. Bon, mais je veux juste dire que quelqu'un, un jeune un peu politisé, pas de ma génération, qui lit ça,
ben lui, tu sais, il va relativiser tout, là. Tu sais, c'est juste par rapport à maintenant que je veux dire. Je demanderais à votre génération, qui n'est pas nommée, de penser en présence des faits. Oui. Mais l'émotion l'emporte beaucoup aussi aujourd'hui. Quand on pense en présence des faits, toutes les opinions ne sont pas possibles. Ah non, je sais ça. Ouais, mais je pense que Mélanie touche un problème d'ordre psychologique de génération. En fait, et ça, je pense que tu guides une réflexion intéressante. Je voulais juste dire quelque chose aussi. Je pense que ça va faire partie, je l'ai lu rapidement, mais je ne sais pas si ça fait partie du livre de Jocelyn Letourneau, là, mais c'est un sondage qui avait été fait pour tester les connaissances historiques des jeunes. Puis, il y avait 6 événements historiques, OK, qui n'étaient pas compliqués, là, pour vrai, là, c'était pas compliqué, qu'il fallait mettre en ordre chronologique. Donc, on ne leur demandait pas les dates, on ne leur demandait pas les noms, on leur demandait juste de les mettre en ordre chronologique. Donc, c'est, juste bien rapidement, là, il y avait la crise d'octobre, OK, il y avait le dernier référendum, il y avait Charlottetown, Meach, il y avait le premier gouvernement du PQ, puis l'autre, je ne m'en souviens pas, mais c'était quelque chose de même, là, tu sais, assez... et puis, il y a seulement 4% des jeunes qui ont réussi. 4%. Donc, tu vois que les faits, là... Bien, c'est pour ça que je voulais dire ça. Je veux dire, moi, je le connais, là. Moi, je les connais, OK? Je vous jure, là. Mais c'est ça. Bon, OK. Merci de cette très intéressante discussion. La parole est maintenant réservée à une femme, s'il y en a qui veut. Non, pas toi. Non. Mais s'il n'y en a pas, on va te passer la parole, Jean. Mais... Ben, OK, vas-y, il n'y en a pas. Rebonjour. Courte question. Oui. Madame Boyer, vous avez parlé de Enjeu. Méta-enjeu. Excellent concept. Exact. Intéressant. Mais méta, en grec, ça veut dire ce qui est plus haut que, etc. Mais ça veut aussi dire ce qui vient après. Les enjeux devraient venir après une prise de conscience de la population des enjeux. Hein? Or, je crois que le problème du Parti québécois, d'une part, et des souverainistes, c'est d'être de très bons locuteurs, de très bons analystes, sont bons pour écrire des livres et tout ça, mais la communication des résultats de la réflexion à la population, elle est bancale, elle est insuffisante. Et moi, je dis, faudrait toujours faire précéder une réforme importante par une démonstration dans le concret de la nécessité de cette réforme. Celui qui a bénéficié d'un tel événement avant le référendum, c'est Parizeau, parce qu'il y a eu l'échec de Lac-Meach. Là, les Québécois ont compris que on ne voulait pas de nous autres dans le Canada. Hein? Bon, donc on a voté presque majoritairement pour la souveraineté à ce moment-là. Il faut donc répéter un scénario semblable. Okay? C'est très bien les colloques comme aujourd'hui. Ça sensibilise les gens, etc. Bon, mais il faut aller au-delà. Hein? Après, il faut aller voir le peuple. Et je pense qu'il faut trouver des expériences comme ça qui sont convaincantes pour le peuple, même pour les jeunes. D'accord, merci, mais ce n'était pas une question. Oui. Bon, premièrement, c'est qui ça, M. Parizeau? Non. C'est qui, M. Parizeau? OK, non, c'est vraiment... s'il vous plaît. Puis là, coupez pas ça puis mettez ça hors propos, là, OK, là, sur Internet. Oui, non, c'est ça, je sais, je viens de voir ça. Non, en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que ça fait partie de l'attentisme, je trouve, dont on parlait tantôt. C'est qu'à un moment donné, on le sait, là. T'sais, on le sait pourquoi on veut faire la souveraineté, là. Je pense pas que les jeunes, c'est pas parce qu'ils le savent pas. Ben oui, oui, il y a des gens... Ben, il y en a des enjeux, je veux dire. Je parle, en ce moment, mettons, là, on prend la gestion de l'offre en agriculture. Pourquoi? Est-ce que ça serait bien de faire l'indépendance en agriculture? T'sais, là, je pourrais parler de ça pendant 1 heure, mais je veux dire, oui, c'est important. Pourquoi en ce moment? OK? Je veux dire, je pense que il faut, à un moment donné, il faut comme arrêter d'être... Oui, c'est vrai qu'il faut aller voir la population puis tout ça, mais à un moment donné, c'est un effort à deux aussi.
je suis comme un peu tannée d'entendre ça. Tu sais, je suis en politique depuis 2002, active au Parlement, puis je me dis, tu sais, oui, c'est vrai qu'il faut faire des efforts pour aller voir les gens, mais en même temps, tu sais, il faut qu'il y ait une réceptivité aussi, là. Tu sais, on a beau, tu sais, on essaie, on fait des trucs, mais tu sais, si les gens, dans le même sondage, justement, il disait que 47% des gens prenaient leurs informations sur Facebook. Sur Facebook, là, je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire en tant que parti politique si les gens n'aiment pas ta page? C'est là parce que Facebook, ça n'est pas ce que vous pensez. Moi, j'anime depuis 3 ans des réseaux sur Facebook de gens qui sont majoritairement retraités. Et je vous dis que si vous mettez quelqu'un pour les lire, les écouter et échanger avec eux, vous allez apprendre énormément. Ah, absolument! C'est un préjugé et je pense qu'il faut sortir de ce préjugé. Non, vous avez raison. Je m'excuse, mais là, c'est un autre débat sur l'influence respective des médias. On va laisser ça de côté. On fera un autre colloque là-dessus. Avais-tu fini? Oui, j'ai fini. Bon, alors écoutez, je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons mettre fin à cet atelier. Merci, mesdames. Et immédiatement, nous passons à la conclusion de ce colloque avec nos 2 conférenciers prestigieux, dont l'un vient de Paris et l'autre de Longueuil. Oui.